Bonjour à tous, merci pour cette invitation à présenter la médecine carcérale au CICE. Donc, je vais commencer pour ma part à vous présenter un petit peu l'organisation et les spécificités de l'organisation dans le milieu pénitentiaire avec le docteur Laousse. Et de mon côté, je vais vous détailler plus particulièrement ce qu'on appelle les UHSI. Donc, c'est les unités hospitalières sécurisées interrégionales, qui sont les unités où sont hospitalisés les patients détenus. Donc, vous avez en photo l'UHSI de Lyon, qui se trouve sur le CHU de Lyon-Sud. Donc, c'est une photo non contractuelle parce qu'avec les travaux, ça a bien changé. Mais en tout cas, vous avez le bâtiment qui est vraiment dans l'enceinte du CHU. Alors, quelle est l'organisation du système de soins pour les patients détenus? C'est globalement la même. Donc, l'organisation du système de soins, c'est depuis la loi du 18 janvier 1994 qu'en fait, c'est à l'hôpital public qu'on a confié la mission de prendre en charge les patients détenus. Donc, on a une organisation qui est globalement semblable à celle de l'ambulatoire et de la population générale, pardon, avec de l'ambulatoire, de l'hospitalier, des interactions entre les deux. Donc, en ambulatoire, on a ce qu'on appelle les UXA, donc les unités de consultation et de soins ambulatoires. Chaque centre pénitentiaire, globalement, a une UXA. Et on a également des services médico-psychologiques régionaux, les SMPR. Alors ça, il y en a moins. Il y en a 27 en France. Quand ces unités ambulatoires qui ont un certain nombre de moyens, comme va vous le détailler le docteur Laousse, n'arrivent plus à prendre en charge le patient de manière efficace, ils peuvent adresser le patient aux UHSI, donc pour le versant somatique, et aux UHSA, qui sont les unités hospitalières spécialement agréées, qui sont là pour la prise en charge psychiatrique des patients détenus. Comment ça se passe? Globalement, vous avez un patient qui est en détention, il a un problème médical, il va tout d'abord à l'UXA s'il y a un problème aigu qui ne relève pas de l'urgence. On essaye de voir si on peut cadrer la chose et si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, après, on propose aux unités, que ce soit l'UHSI ou l'UHSA, de prendre le relais pour l'hospitaliser. Si le patient fait une décompensation aiguë, le début de la prise en charge est le même qu'un patient standard, c'est-à-dire que la prison va l'envoyer à son centre hospitalier de proximité où va être pris en charge dans ce qu'on appelle des chambres sécurisées. Donc, c'est des chambres où il y a un système de sécurité qui empêche, qui sécurise le patient. Et ça, la loi dit qu'il y a au moins 48 heures où il peut être pris en charge avant de discuter d'un transfert à l'UHSI ou l'UHSA. Donc, en 48 heures, soit on arrive à régler le problème du patient et il retourne en détention. Et si au bout de 48 heures, on voit qu'il n'y a pas d'issue favorable et qu'il y a besoin d'une hospitalisation, dans ce cas-là, on peut s'adresser à l'UHSI ou l'UHSA. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'UHSI et d'UHSA en France. Il y a 8 UHSI et 9 UHSA. Donc, ça fait qu'on draine des très grands bassins de population. Les SMPR dont je vous parlais, il y en a 26 pour au total 186 établissements pénitentiaires. Donc, c'est quand même des structures qui ont beaucoup de patients qui peuvent solliciter leur attention. Là, vous avez l'exemple donc de la région de Lyon et de l'UHSI de Lyon. Donc, vous voyez que le territoire qui est couvert par l'UHSI de Lyon est très vaste. C'est 27 centres pénitentiaires, soit à peu près 7000 patients, selon le relevé de la DIS, donc la Direction interrégionale des services pénitentiaires, de septembre 2022. Le fonctionnement général de notre unité, donc c'est une unité de médecine standard. Il y a 21 lits en pleine capacité. Et la spécificité, c'est qu'il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. C'est-à-dire que c'est une unité pour patients détenus. Donc, il y a à la fois le personnel soignant avec les médecins, les infirmiers et toutes les structures habituelles des services de médecine traditionnelle. Mais il y a aussi l'équipe pénitentiaire. L'équipe pénitentiaire, elle a un double rôle. Elle a celui d'assurer la sécurité. Donc, ça, c'est le rôle des surveillants pénitentiaires. Mais elle a également un rôle pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion des patients. Et ça, c'est le rôle des CPIP, qui sont d'autres personnes qui interviennent dans nos services. On a également un service social, donc on a une assistante sociale qui n'est pas à plein temps chez nous. Et on a la possibilité de faire venir des intervenants extérieurs. Donc, par exemple, on peut faire intervenir des prestataires pour mettre en place une VNU ou PPC pour un SAOS. On peut faire venir des prestataires pour des adaptations comme des fauteuils roulants ou des orthèses, etc., qu'on ne peut pas avoir sur l'hôpital. Le plateau technique auquel on a accès, c'est celui du CHU. Donc, on peut accéder à tout type de prestations qui est proposée par le CHU, à la condition que le patient soit accompagné d'une escorte. Et c'est là notre grosse spécificité et la grosse difficulté du HSI.
Donc, voilà, la spécificité de l'UHSI, c'est que le patient, quand il sort, il doit avoir une escorte qui est adaptée à son niveau de sécurité. Et cette escorte, elle doit toujours être dans un milieu sécurisé, donc c'est-à-dire qu'il doit sortir avec une ambulance. Donc, même pour faire les 500 mètres qui séparent le service de l'UHSI de l'imagerie de Lyon-Sud, il faut qu'il y ait une ambulance qui vienne pour que le patient et son escorte pénitentiaire soient mis dans un véhicule pour limiter le risque d'évasion ou de problèmes sécuritaires à ce moment-là. Et puis ensuite, après, le patient est amené au service d'imagerie, etc. Donc, c'est une organisation qui est... Alors, vous avez ici quelques photos d'unités. C'est des photos qu'on peut trouver sur Internet. C'est les photos du Progrès, qui est notre grand journal pénitentiaire. Vous avez ici la cour intérieure. Donc, le service est au deuxième étage, enfin au premier étage, pardon. Et au rez-de-chaussée, il y a tout ce qui est administratif, donc les bureaux médicaux, le secrétariat, etc. Et vous voyez que vous avez des barreaux au niveau des chambres des patients. En dessous, vous avez une aile de l'unité. Donc, sur la gauche, vous avez les chambres de l'unité pénitentiaire. Et puis, vous avez un surveillant. Vous avez ici la salle de kinésithérapie parce qu'on propose de la rééducation. On a pas mal de matériel. On a un kiné qui vient tous les jours. Donc, ça permet vraiment de proposer des plans de soins personnalisés et de rééducation très adaptés. Et là, vous avez l'exemple d'une cellule. Donc, c'est assez grand. Ça fait 12 mètres carrés. Ils ont une salle de bain privative. Vous voyez qu'il y a des barreaux à la fenêtre. Et surtout, vous pouvez voir, c'est une porte qui est sécurisée, qui est fermée à clé. Et les responsables de la sécurité, c'est les surveillants. Donc, nous, en tant que médecins, on ne peut pas ouvrir cette porte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut aller voir un patient, pour un soin, que ce soit les infirmiers, pour un examen, pour des questions, etc., il faut qu'on appelle un surveillant pénitentiaire pour qu'il vienne nous ouvrir cette porte. Les conditions d'hospitalisation à l'UHSI, il y en a certaines. La plus importante, c'est l'accord du patient. Ça, c'est un message qu'on essaie de faire passer. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 surveillants devant sa chambre qu'on va pouvoir le forcer à venir chez nous. Des fois, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Ils ont le droit au refus de soins. C'est d'ailleurs souvent un moyen de chantage avec la justice. Et donc, c'est une situation qui arrive fréquemment. Et c'est d'autant plus important que dans notre unité, ils n'ont pas accès à l'extérieur. Ils n'ont pas accès à l'extérieur, c'est-à-dire que leurs promenades, elles se font dans les ailes que vous avez vues. Et surtout, dans une population où le tabagisme est surreprésenté, ça veut dire qu'ils ne vont pas fumer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prévenir le patient qui peut fumer 2 paquets par jour et 4 à 6 joints le soir pour s'endormir, que s'il est hospitalisé chez nous, c'est un arrêt net. Et si vous ne le prévenez pas, s'il ne donne pas son accord, en fait, nous, on va lui reposer la question quand il vient. Et s'il nous dit non, je ne suis pas d'accord, on va devoir le faire sortir. Le problème, c'est que comme ça n'a pas été prévu, on va mobiliser des escortes qui n'ont pas été prévues pour ça. Et globalement, vous allez annuler tous les examens de l'après-midi pour tous les autres détenus. Donc voilà, un patient détenu, il faut vraiment lui dire, en tout cas pour le HSI de Lyon, si vous venez, il faut que vous soyez d'accord et il faut que vous sachiez, vous ne pouvez pas sortir, donc vous ne pouvez pas fumer. La deuxième condition, c'est qu'il soit compatible avec une prise en charge à l'UHSI. On n'est pas un milieu de soins intensifs, que ce soit neuro, cardio, pneumo général. Donc, on ne prend pas de patients scopés, on ne prend pas de VNI, on ne prend pas de kiné-respi 3 fois par jour. Et il faut aussi que la prise en charge soit réalisable par les médecins qui sont dans l'unité. Donc, on prend en charge beaucoup de choses, mais quand on estime que ça dépasse nos capacités, on peut demander ce qu'on appelle un milieu libre, c'est-à-dire que c'est une escorte policière, cette fois-ci, qui va venir dans les services, peut-être que vous l'avez déjà vu, et qui va assurer la sécurité du patient. On essaie de le faire le minimum possible et de faire durer le temps le moins possible. Il y a aussi les situations de chirurgie, par exemple en post-opératoire de chirurgie complexe. On ne va pas reprendre le patient directement après sa chirurgie. Notamment, par exemple, des chirurgies ORL, des patients sont trachéotomisés, etc. On va les laisser dans ces unités jusqu'à ce qu'on estime que le transfert ne soit pas un risque pour le patient. Et la dernière chose qui est importante, c'est de ne pas donner de date précise au patient, parce qu'à partir du moment où le détenu a connaissance d'une date, il peut, il peut éventuellement organiser un projet d'évasion de tout. Donc, un patient détenu qui a un suivi médical pour une pathologie chronique, à partir du moment où il rentre en détention, tous ses examens qui sont programmés sont annulés et reprogrammés, parce qu'il a eu connaissance des dates. Donc, vous, c'est pareil, quand vous adressez à un patient chez nous, il ne faut pas lui dire vous allez à cette unité-là et vous aurez une gastroscopie tel jour, telle heure, parce que du coup, à partir du moment où on sait qu'il aura la date, on va annuler cet examen et on va le reporter. Donc voilà, c'est des petites spécificités à retenir pour faire que les soins se déroulent au mieux. Les prises en charge qu'on réalise dans le service, comme vous pouvez voir, elles sont assez vastes. On fait du post-urgence une fois que les patients sont stabilisés, de la psychiatrie, mais avec un problème somatique intriqué.
C'est-à-dire que la psychiatrie pure, ça ne vient pas chez nous, ça va à l'UHSA, c'est le service dédié. On fait des bilans programmés, donc en cardiologie, en pneumologie, en neurologie, en endoc, beaucoup de bilans de diabète notamment. On peut faire des chirurgies programmées. On les prend chez nous et puis après, ils vont dans le service de chirurgie où ils restent 24-48 heures et puis ils reviennent. On fait de l'oncologie. Donc, l'oncologie, on fait des bilans d'extension, mais aussi on fait toutes les prises en charge. C'est-à-dire qu'on va faire les chimiothérapies, on va faire les immunothérapies, on va faire la radiothérapie. Ça, on est en mesure de le faire. On peut faire aussi tout ce qui est traitement à délivrance hospitalière uniquement. Donc, les antibiothérapies spécifiques, les biothérapies, les immunoglobulines IV, comme un peu une HDJ dans un service de médecine standard. Et on fait aussi pas mal de rééducation. Les patients qui ne relèvent pas de notre prise en charge à l'UHSI, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les patients retenus. Donc, les patients retenus, c'est ceux qui sont sur le centre de rétention. C'est une structure qui accueille des personnes immigrées qui ont commis un délit et qui sont en attente d'expulsion. Donc, eux ne relèvent pas de notre prise en charge. Il y a aussi tous les patients qui ont une peine qui ne les contraint pas à rester 24 heures sur 24 en détention. Donc, les conditionnels, les semi-libertés, ces patients, ils ont une certaine liberté de circulation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les places de l'UHSI, c'est des places de prison qui dépendent du ministère de la Justice. Donc, on ne peut pas mettre n'importe qui dedans. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit écrouée et que l'hospitalisation soit en accord avec ses restrictions de liberté. On ne peut pas prendre les patients en garde à vue parce qu'ils n'ont pas encore été justement ce qu'on appelle écroués, donc vus par un juge et on a décidé qu'ils devaient être en détention. Et après, la deuxième catégorie, c'est les patients qui nécessitent un acte dans les 24 heures suivant leur prise en charge avec un impact sur leur pronostic fonctionnel ou vital. Pourquoi? Pour cette raison d'organisation, parce que les escorts pénitentiaires, c'est comme l'hôpital public, c'est du public, ils sont à effectifs tendus aussi. Et donc, si vous nous adressez un patient avec un examen dans les 24 heures, en fait, on n'aura pas les moyens de l'amener à cet examen parce que ça n'a pas été anticipé, ça n'a pas été prévu. Et donc, il y a de grandes chances pour qu'il n'ait pas cet examen-là. Je vous ai mis ici deux documents qu'on adresse habituellement. Alors, à gauche, c'est la demande d'hospitalisation. Quand on demande l'établissement, ici, c'est l'établissement pénitentiaire, je précise, parce que c'est avec eux qu'on va interagir pour délivrer le document de droite qui s'appelle le prière. Et donc, on vous demande le nom, prénom, date de naissance et renseignements médicaux. Et puis, en bas, vous avez le petit paragraphe où vous mettez si vous avez bien prévenu le patient des conditions d'hospitalisation qui sont importantes. À droite, vous avez ce qu'on appelle le prière de recevoir. Ça, c'est un document administratif. C'est qu'on a signifié à l'établissement pénitentiaire où le patient est habituellement détenu qu'il va être transféré dans un autre établissement pénitentiaire. L'UHSI est rattaché à la maison d'arrêt Concorde. Donc ça, il faut que ce mouvement soit enregistré parce que c'est des patients qui sont constamment surveillés sur leur lieu de résidence. Une fois que ce prière a été fait, on peut tout à fait transférer le patient dans notre unité. Et je vais finir par vous expliquer un petit peu l'administration pénitentiaire brièvement. Donc, c'est une administration spécifique, comme je vous l'ai dit, elle dépend du ministère de la Justice. C'est d'ailleurs l'une de ces 5 directions. Elle a une direction centrale et des directions interrégionales. Et donc, l'administration pénitentiaire, elle a 2 missions. Une évidente qui est celle d'assurer la sécurité autour des patients détenus. Et la deuxième, c'est la réinsertion sociale et la prévention de la récidive, que je vous détaillerai après. Le deuxième grand rôle important de l'administration pénitentiaire qui interagit, nous, en tant que soignants, c'est que c'est eux qui vont régir toutes les interactions avec l'extérieur. Lors du jugement, il y a des restrictions qui ont été décidées. Par exemple, s'il y a une victime, la personne n'aura pas le droit de le contacter. Il y a des mesures d'éloignement. Et tout ça, ça a été très clairement identifié. Donc, en tant que médecin, on ne peut pas proposer une visite à un patient avec son entourage et on ne peut pas lui proposer de téléphoner. Le téléphone, c'est les pénitenciers qui l'assurent et leurs conversations sont sur écoute. Et si pendant la conversation, le surveillant a l'impression qu'il y a un projet d'évasion qui est en train de se mettre en place, en fait, il coupe la ligne directement. Donc, c'est vraiment très surveillé. Les parloirs, c'est pareil, c'est vraiment l'administration pénitentiaire qui gère ces interactions-là. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner des nouvelles à l'entourage si le patient est d'accord, comme toujours, et pareil, en restant assez vague, notamment sur les dates. Et pour finir, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, ce qu'on appelle les CPIP, c'est la partie de l'administration pénitentiaire qui est là pour favoriser la réinsertion et prévenir la récidive des patients détenus. Donc, ils interviennent en milieu fermé, en détention, mais également en milieu ouvert, c'est-à-dire que les patients qui sont sous conditionnel, en semi-liberté, etc., ils doivent continuer à avoir ces CPIP-là. Et donc, la mission de ces CPIP, c'est de faire une décision judiciaire qui est individuelle au maximum
de les aider à se réinsérer. Donc, par exemple, assurer qu'ils aient un logement quand ils sortent de détention, voir s'ils peuvent trouver un travail. Et puis, ils sont aussi là pour vérifier qu'ils suivent leurs obligations. Parce que lors des jugements, il y a des obligations de soins ou des obligations de pointage, etc., qui sont définies. Et ça, c'est géré par ce qu'on appelle les CEPIP. Donc voilà, vous avez les différents textes de loi, principalement du ministère de la Justice, qui expliquent un peu le fonctionnement du HSI. Et puis, j'ai mon collègue, le docteur Larousse, qui va vous présenter les UXA, donc qui sont les structures ambulatoires. Bonjour, moi je suis le docteur Larousse. Je ne suis pas interniste, je suis médecin généraliste. Et voilà, je précise un petit peu quand même ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de libéral. Je ne suis à Corba que depuis 7 mois maintenant. Donc, je suis plutôt un néophyte du milieu carcéral. Mais voilà, donc, ceci explique peut-être aussi la nature de Mediapro. Donc, unité sanitaire en milieu pénitentiaire, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça regroupe à la fois donc, les UXA et aussi donc, les SMPR que vous a présenté Agathe. Donc, maintenant, on appelle ça normalement, l'acronyme UXA ne devrait plus être utilisé, on appelle ça les USN, pardon, donc unités sanitaires de niveau 1, oui, c'est ça. C'est les niveaux d'unité sanitaire, pardon. Donc, il y a beaucoup d'acronymes, vous le verrez, avec lesquels on est peu habitué. Alors, donc, la démographie pénitentiaire lyonnaise, et donc j'ai mis entre guillemets l'accès aux soins, puis c'est plutôt donc l'entrée effectivement dans le soin. Donc, comment les patients arrivent finalement en détention et donc nous sont adressés, sortent du système classique de la sécurité sociale pour entrer dans le système carcéral. Donc, c'est par l'intermédiaire le plus souvent d'une arrestation et au cours de la garde à vue. Donc là, ils ont déjà vu effectivement un médecin. Il y a une obligation légale de voir un médecin tous les jours en garde à vue sur demande de la personne qui a été arrêtée. Ça peut faire capoter une affaire si jamais ce n'est pas respecté par la justice et par la police. Donc, vous avez effectivement donc la démographie, je balaye, vous avez plusieurs effectivement établissements, la garde à vue avant d'entrer, le PM, l'établissement pour mineurs qui se trouve à Bézieux, donc il y a un centre fermé, le CRA, le centre de rétention administrative dont Agathe a parlé, qui se trouve à Saint-Exupéry, donc c'est rétention et non pas détention, donc les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment quand vous êtes au centre de rétention administrative, vous avez accès au téléphone. Vous n'êtes pas jugé pour une affaire où le fait de téléphoner pourrait dire bon bah je vais prévenir mes éventuels complices pour que moi j'ai donné telle version à la police, donc on s'en raccorde sur nos versions. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est dans l'idée qui pourrait, voilà, vous êtes sans papier dans un pays, vous n'avez pas le bon visa, etc. Vous vous retrouvez en rétention administrative. Donc les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez également donc un centre de détention qui se trouve à Saint-Quentin-Fallavier. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, hein, c'est pas tout près d'ici. Tout ça, ça dépend des hospices civils de Lyon. Tout ça, c'est rattaché à l'UHSI. Tout ça, c'est la même équipe de médecins qui va s'en occuper. Et le centre de détention, la différence avec la maison d'arrêt, moi je travaille à Corba en priorité, c'est la durée des peines. Dans un centre de détention, vous n'y êtes affecté que si votre peine est supérieure à 2 ans. Donc, c'est pour les longues peines, comme vous l'avez compris. Les maisons d'arrêt, c'est le tout venant. Donc, c'est soit les peines inférieures à 2 ans ou les personnes en attente de jugement. Donc, c'est vrai qu'on employait, moi, je connaissais le terme de conditionnel. Le terme employé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Si vous avez affaire à des détenus, à des prisonniers, ils diront je suis en mandat de dépôt. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, je fais c'est bien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mandat de dépôt, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été jugés, ils sont en conditionnel. Donc, inférieur à 2 ans. Et donc, j'ai écrit surbooking autorisé, c'est-à-dire que dans un centre de détention, pour pouvoir y rentrer, il faut que vous ayez une place. Alors que dans une maison d'arrêt, c'est la justice qui décide. Donc, c'est-à-dire que tant que le juge estime que, enfin, tant qu'il y a des fautes qui sont commises et que la police s'arrête et que le juge dit il faut aller en prison, eh ben, on remplit, on remplit, on remplit. Et ça, quand même, ça joue beaucoup sur la pathologie au sens large. Quand vous avez un taux d'occupation de la prison qui est à 150%, quand vous entassez des détenus à 3 par cellule dans 9 mètres carrés avec des matelas par terre, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on voit la pathologie déjà se créer. Enfin, je pense que ça paraît assez évident. Donc, la situation de monopole, on en a parlé par la loi de 94, où le service public a assumé le fait de prendre en charge les détenus. Donc, sur un système de santé qui est particulier au niveau de la sécurité sociale, le CNPE, le Centre national de la protection sociale des personnes écrouées, avec 2 pôles de traitement, effectivement, donc des dossiers d'assurance maladie, le pôle du Lot ou de l'Oise. Donc, vous, demain, vous commettez un délit, vous entrez en prison, votre sécurité sociale s'arrête. Vous rentrez dans une sécurité sociale particulière.
Je vous laisse vite fait faire les calculs dans votre tête. Quand vous allez sortir, il faudra remettre en route les droits, etc. Et toutes les, justement, ruptures de droits qui peuvent aller avec ce genre de changement de système. C'est un système qui est plus protecteur que le système classique de la sécurité sociale, puisque tout est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Vous n'avez pas le tiers payant, le côté mutuel, etc. C'est donc simple. L'affiliation se fait automatiquement. Si vos droits étaient à jour, pas à jour au niveau de la sécurité sociale, que vous ayez une mutuelle, pas de mutuelle, des dettes, etc., tout ça c'est effacé. On passe sur un autre système. Ça, c'est un côté très pratique quand vous rentrez en détention. Si vous êtes malade, il n'y a pas de retard à la prise en charge sur le plan administratif. Vous êtes exonéré du ticket modérateur, vous ne faites pas l'avance de frais. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement simples, extrêmement bénéfiques pour accéder rapidement aux soins. Par contre, effectivement, le revers de la médaille, c'est que vous ne pouvez pas accéder au secteur 2. Donc, ça veut dire que tout le privé, les détenus en sont exclus. Et vous travaillez dans un centre hospitalier universitaire. Après, moi, j'ouvre les questions, hein, c'est vos réflexions derrière. J'ai évidemment un point de vue, mais bien sûr à vous de le critiquer. Le fait que finalement, vous imposez le service public aux détenus, vous empêchez effectivement, ça peut provoquer des retards. Et moi, j'estime qu'un centre hospitalier universitaire comme le CHU Lyon notamment, c'est pas fait pour opérer des choses du tout venant. Un protocole, ça se fait pas dans un CHU. Une hernie inguinale qui traîne depuis des mois et des mois, ça se fait pas dans un CHU. Le privé est beaucoup plus adapté. Ils ont des systèmes très rapides justement pour optimiser la prise en charge, puisque eux, ils ont réfléchi là-dessus pour pouvoir optimiser leurs coûts. Et donc, du coup, effectivement, quand vous avez un détenu qui est dans une situation sociale souvent assez précaire, etc., qui va finalement profiter avec beaucoup de guillemets autour de la détention pour prendre en charge ces pathologies qui ne sont pas urgentes, mais qu'il va bien falloir prendre en charge un jour, et ben là, vous vous retrouvez avec un CHU qui dit bah oui, mais non, moi, je ne suis pas là pour ça, moi, je suis là pour les gros trucs, les vrais trucs, et c'est tout à fait légitime. Donc, déjà, cette loi, on commence à en deviner un petit peu les limites. Évidemment, vous n'avez pas le choix de votre médecin traitant, donc vous avez quand même une liberté en moins, ce qui est un peu logique aussi. Les effectifs rapidement, donc à l'UXA ou à l'USN 1 de Corba, on est plusieurs médecins généralistes qui on est principalement affectés sur Corba, mais nous allons aussi intervenir auprès de nos collègues au niveau de Saint-Quentin, au niveau du CRA, au niveau de l'EPM, de manière récurrente, de manière hebdomadaire, avec également nos collègues de l'UHSI qui vont également sur les autres sites. On a une équipe infirmière, bien sûr. Vous avez des spécialistes médicaux, donc des dentistes. On a une spécialiste en santé sexuelle, donc en dépistage, d'IST, etc., puisque c'est quelque chose sur lequel tient beaucoup l'État français en termes de prévention. C'est la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Alors, vous qui êtes des cliniciens comme moi, quand vous êtes en prison, vous faites la consultation pour la première fois de la personne qui arrive en prison et vous lui dites bon, alors, on va parler sexualité. Je peux vous dire que vous avez intérêt à avoir un discours assez imagé parce que les gens ne sont pas du tout là pour ça. Et pourtant, c'est effectivement l'occasion de ne pas parler de sexualité au sens large, sauf si le détenu tient à engager la conversation, mais rappeler les risques effectivement plutôt d'accident d'exposition au sang. Vous avez également une hépatologue, on a la chance, qui vient nous voir régulièrement. On a aussi beaucoup de pathologies virales, hépatite B, hépatite C, bien sûr. Donc, on reste un petit peu dans les mêmes choses, mais aussi des choses un peu plus graves, comme des hépatites auto-immunes, des cirrhoses biliaires primitives, des choses un petit peu moins classiques, je dirais. L'ophtalmologie, c'est très important aussi. C'est des gens qui vont négliger ça, comme leurs soins dentaires. Moi, voilà, vous voyez, hein, je viens pas de commencer ma carrière, j'ai vu beaucoup de choses. L'état dentaire des détenus, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Vous voyez des gens de 20 ans, 25 ans avec la moitié de leurs dents qui ont déjà été retirées et l'autre moitié qui est prête à tomber. Donc, c'est vraiment dramatique en termes de prévention, en termes d'état de santé, si on peut employer ce terme. Également un ORL qui vient nous voir. On avait une gynécologue, mais qui ne vient plus. On essaye effectivement de recruter aussi des spécialistes paramédicaux, des diététiciens qui interviennent. Et ça, c'est très important aussi. La détention, vous changez complètement votre mode de vie, vos habitudes de vie, vous bougez sans doute beaucoup moins pour les gens effectivement qui sont habitués à être plus actifs. La prise de poids est assez importante, ou alors des pertes de poids qui peuvent être liées à beaucoup de choses, psychiques, qualité de la nourriture, difficulté à accéder à une autre nourriture que celle proposée par la détention. C'est le système qu'on appelle des cantines. Vous pouvez commander un certain nombre de choses. On a la chance d'avoir
une radiologie sur place qui permet d'éviter pas mal d'extractions, qui nous permet d'avancer. Du coup, avec la salle infirmière, on peut faire des sutures, des plaques, des choses comme ça. Un opticien, ça aussi, c'est fondamental. Beaucoup de gens arrivent et ils se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas très bien lire. Quand vous êtes dehors et que vous vivez un peu au jour le jour, le fait de ne pas réussir à lire de près, ça ne vous gêne pas au quotidien. Quand vous êtes en prison et que vous recevez beaucoup de papiers de votre avocat, de la justice, et que la presbytie vous attaque, il y a vraiment des détenus qui m'ont dit « mais je ne peux pas lire mon procès-verbal parce que je n'ai pas les bras assez longs, docteur. » Vous verrez, ça vous arrivera un jour, mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est toujours un grand, grand plaisir, la presbytie, quand elle vous tombe dessus. Donc, des choses toutes bêtes, en fait, si vous voulez. On a fait intervenir aussi un podologue, c'est pareil, c'est des choses qui sont de la prévention, qui sont effectivement de la santé globale. Moi, je connais beaucoup en médecine générale, mais en médecine générale, que ce soit le dentiste, que ce soit les problèmes optiques, que ce soit les problèmes podologiques, on les gère pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Donc là, vous êtes dans un rattrapage parce que c'est des gens qui n'ont jamais ou très peu eu accès, pas tous, hein, mais quand même une bonne partie. Et j'ai pu à dire, même plus ce que j'ai écrit derrière, comme je ne le vois pas. Alors, comment je fais pour réduire? Ici, je fais ça? Ah oui, oui, tout simplement. Merci. Eh oui, donc maïoticien, effectivement. Alors ça, voilà, pareil, une réflexion, une question que je vous jette un petit peu comme ça en l'air. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir un bébé en détention, d'une femme enceinte en détention? Moi, je vous dis, ça fait très peu de temps que je suis là. La première fois qu'on m'a dit qu'il y avait une femme enceinte en détention, je dis non. Dans ma tête, c'est pas possible. La première réflexe, je pense que vous avez le même que moi, grossesse, détention, c'est pas possible, c'est pas humain. On est des soignants, on est des êtres humains, on est une société démocratique. Le problème, c'est effectivement, Agathe vous l'a déjà abordé, c'est que quand vous êtes en détention, tout change. L'objectif, c'est de sortir quoi qu'il arrive. Et ça, croyez-moi, passer rien que 2 heures dans une pièce de 9 mètres carrés, on va voir comment vous y arrivez. Et du coup, on est prêt à tout. C'est-à-dire qu'on est prêt, et là, ça, je vais vous choquer, je pense, à se faire livrer du sperme en douce par le parloir pour tomber enceinte, si jamais le fait d'être enceinte, c'est une condition à la libération. Donc, c'est ça le problème. Vous êtes dans un double chantage permanent qu'il va falloir gérer dans votre tête. C'est pas je m'occupe de soigner les gens. Je m'occupe de soigner peut-être par anticipation ou a posteriori en me disant comment ils vont détourner mon soin, comment ils vont transformer mon soin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mon soin pour le transformer en un droit, en une liberté, en la possibilité de s'exprimer, puisque c'est ça que vous perd aussi. C'est pas que la liberté d'aller et venir, même si ça, c'est la loi. Hein. La loi, je vous rappelle que la prison, c'est normalement simplement ne plus aller et venir. Donc, dans les réalités, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et la détention, ce n'est pas que ça. Et on a également une annexe de la pharmacie. Voilà, je finis donc sur globalement les effectifs de notre CSL. Donc, vous voyez, on est très nombreux pour normalement 660 détenus, mais qui sont toujours plus d'1 millier, 1200. J'aime bien faire des petites anecdotes. Quand j'ai dit, oui, voilà, la surpopulation crée de la pathologie. Si vous voulez diminuer le nombre de recours aux soins, diminuer la surpopulation, vous aurez moins de pathologies. Ne serait-ce que la traumatologie, ne serait-ce que les pathologies infectieuses. Il ne faut pas avoir fait médecine pour savoir ça. Mais, docteur Laus, vous ne plaignez pas, vous êtes qu'à 150% de taux d'occupation, à Fresnes, ils sont 200%. Voilà la réponse de l'administration quand vous dites qu'il y a trop de détenus et que du coup, ça crée de la pathologie. Ça fait avancer les choses, effectivement. L'organisation des soins, alors, pour vous expliquer ce que l'on doit faire et ce que l'on fait, on a un certain nombre d'obligations statutaires. Donc, la consultation arrivant, chaque détenu a le droit de voir un médecin dans les 48 heures qui suivent son arrivée en prison. Donc, c'est une consultation très normée, ce que moi j'appelle une consultation de médecine générale. En gros, vous créez le dossier médical. Soit vous avez entre guillemets, à nouveau, la chance d'avoir un détenu qui a déjà fait plusieurs peines, parce que malheureusement, ça, c'est très fréquent. C'est quelque chose, du coup, qui va assez rapidement. Vous reprenez l'histoire où elle s'est arrêtée, soit vous construisez l'histoire à partir de zéro. Vous savez tous remplir un dossier médical, les antécédents, etc. Évidemment, il y a un focus particulier sur les consommations dans notre consultation arrivant, comme l'a dit ma collègue. Elle a parlé du tabac, mais c'est évidemment la partie émergée de l'iceberg. Vous avez tout qui est consommé et dans des quantités qui sont vraiment parfois assez impressionnantes. Et bien sûr, c'est là où il pose la question effectivement du risque de transmission des maladies sexuellement et sanguino, on va dire, transmissibles. Et donc, on propose un dépistage. On propose également, en fonction du contexte, un dépistage de la tuberculose. Et on propose également, en fonction du contexte, un dépistage un peu plus global
globale, une prise de soins un peu générale que l'on peut faire pareil en médecine générale avec les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment et les fonctions vitales, etc., les principaux organes. Vous avez la visite de ce qu'on appelle les quartiers spéciaux, donc QI et QD. QI, ça signifie quartier d'isolement. Ah. Parfait. Donc, les quartiers spéciaux, donc le quartier d'insertion, pardon, pas d'insertion, le quartier d'isolement et le quartier disciplinaire. Donc, le quartier d'isolement, c'est plus pour protéger le détenu des autres détenus. C'est plus en fonction de la nature de sa peine, puisque tout est censé être anonyme, mais en fait, tout se sait, comme dans n'importe quel milieu, comme dans n'importe quel environnement. La rumeur va bon train. Donc, si vous avez effectivement, notamment, commis des actes de violence sexuelle, de violence sur une personne, qu'elle soit fragile ou pas, là, effectivement, votre séjour en prison peut se compliquer. Donc, on peut parfois isoler effectivement ces personnes. J'ai également, actuellement, on a une personne qui est en transition donc sur le plan de sa sexualité, qui est passée de homme à femme. Et donc, il va passer toute sa peine au quartier d'isolement, sinon ce serait passer toute sa peine à faire des allers-retours avec le HSI, parce qu'à chaque fois qu'elle, puisqu'elle est en transition, va sortir, il y aura effectivement un risque de représailles de la part des autres détenus. Le quartier P, donc pour disciplinaire, c'est quand vous avez effectivement commis des fraudes, vous êtes battu, vous avez manqué de respect, vous avez mis le feu à votre cellule, vous avez effectivement, tout est possible pour aller au quartier disciplinaire. La permanence de soins, qui fait partie également de nos obligations statutaires, je voulais revenir là-dessus parce que, en fait, il faut imaginer notre service, en tout cas moi, ma représentation, c'est plus comme un cabinet de médecine générale libérale. C'est-à-dire que vous êtes isolé du reste des hospices. L'accès aux hospices est quand même pas évident. Il y a le système des escortes, il y a aussi une distance par rapport au CHU. Et il faut quand même assurer la permanence de soins. Et donc, elle s'assure par un système d'astreinte téléphonique avec à Corpa le passage de SOS médecin. À Saint-Quentin-Fallavier, c'est nous qui prenons les astreintes et qui nous vont nous déplacer. Donc, vous imaginez que là, pour gérer l'urgence, Saint-Quentin-Fallavier, c'est quand même, même quand vous habitez Lyon, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Donc, effectivement, à distance, quand vous avez juste un surveillant et un détenu qui ne parle pas français, c'est pas toujours évident, effectivement, à gérer. Vous avez bientôt à Corba une unité particulière qui s'appelle l'unité pour détenus violents qui va ouvrir. Donc ça, c'est une spécificité. Éventuellement, si on a l'occasion de refaire une séance, je vous en parlerai un peu plus parce que là, c'est en cours de construction. Donc voilà, il crée effectivement des quartiers un peu spéciaux. Oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé. À Corban, il y a une particularité aussi, c'est qu'on a un quartier spécial pour les femmes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de prisons en France. Donc, vous avez une prison qui est, entre guillemets, mixte, même si, bien évidemment, le quartier des femmes est entièrement séparé et quasiment étanche du quartier des hommes. Ça pose problème au niveau de l'arrivée à l'USA, puisque l'objectif de la pénitentiaire, c'est que les hommes et les femmes ne se croisent pas. Nous, ça ne fait pas partie de nos priorités. On n'a pas de problème à mélanger des hommes et des femmes pour le soin. Mais par contre, effectivement, eux, ils essayent. Donc, ça veut dire que quand vous avez une femme qui doit venir pour une urgence, vous arrêtez tout le reste. Tous les mouvements, comme ils les appellent, sont bloqués. Donc, c'est-à-dire que les autres consultations, moi, je dois avoir une femme qui est tombée ou qui a mal au ventre, suspicion d'appendicite, admettons, le temps qu'elle arrive à l'USM, qu'on s'en occupe, qu'on traite son histoire pour qu'on l'extrait aux hospices, le temps de trouver une escorte, etc., etc. Donc, ça peut prendre plusieurs heures. Il n'y a plus rien qui se passe. S'il y a un monsieur qui a mal aux dents, s'il y a un monsieur qui devait voir je sais pas, bien faire une radio, tout ça, c'est bloqué. Donc, voilà, des spécificités encore. Dans les obligations, bien sûr, on répond aux urgences. Je vous dis, il faut vous mettre plus en mode médecine générale, un petit peu, allez, on va dire maison médicale, plus en mode service d'urgence, comme vous pouvez l'avoir au niveau d'un hôpital. Donc, sur place, on fait de la petite traumato. Moi, j'ai réappris à coudre. Hein. Ça faisait longtemps, effectivement, que depuis que j'étais interne, que je cousais plus régulièrement. Et là, effectivement, j'ai un patient, là, je suis assez content. Je vais bientôt atteindre le 100e point, juste pour lui, et juste moi, sachant que je ne suis pas le seul à le recoudre. 100 points, ça fait même pas 6 mois que je fais. Bon, ça fait un petit score intéressant. La gypso, effectivement, on en fait beaucoup. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait le plus comme plat? C'est facile. La main. Oui, la main, c'est ça. Et effectivement, donc ça, c'est un grand, grand classique. C'est très complexe parce que, effectivement, c'est à la fois dur sur le plan médical. Moi, personnellement, je trouvais ça assez dur. C'est des gens jeunes qui vont se retrouver avec des séquelles fonctionnelles à vie.
avec des retards de prise en charge, avec évidemment, comme on est dans la violence, il y a un enjeu sécuritaire, il y a un enjeu judiciaire, donc enjeu sécuritaire au niveau de la pénitentiaire, enjeu judiciaire, hein, quand vous commettez des violences, ça peut modifier votre peine, etc. Et donc finalement, l'enjeu médical, alors que vous voyez une main déformée, vous dites, oui, c'est ça une urgence. Non, c'est les interactions avec la pénitentiaire, les interactions avec le juge, c'est ça qui peut passer devant. Donc il faut effectivement changer nos agendas, changer effectivement notre parfois toute puissante en disant le soin passe avant tout. Non, finalement, ça passe pas toujours avant. Effectivement, comme disait Agathe, il faut que j'avance. Les cigarettes, allez, j'avance. Les extractions qui posent problème puisque vous avez, du coup, Agathe l'a dit, donc ça va être facile, le problème des escortes qui peuvent pas être partout, qui sont pas effectivement corvéables à merci. Il faut organiser les soins programmés avec des escortes. Donc, si elles sont parties sur un soin programmé, elles peuvent pas être là pour une urgence. Vous pouvez pas appeler SAMU, faire partir la personne. Il faut obligatoirement qu'il y ait une escorte pénitentiaire ou policière. Vous avez l'effet de surprise pour le détenu, comme on l'a dit. Il y a une illusion que Agathe a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas de téléphone en prison, c'est surveillé, c'est enregistré. Comme on vous l'a dit, ça, c'est un leurre. Tous les prisonniers, toutes les prisonnières ont un téléphone qui font passer par des moyens divers et variés. Et donc, effectivement, ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui va être extrait 4 heures après, vous le laissez dans un couloir parce que vous ne voulez pas le ramener dans sa cellule de peur qu'il ne prévienne effectivement ses amis qui peuvent simplement être là pour le soutenir ou effectivement pour lui faire passer des choses ou essayer de le libérer. La limite des services publics, comme je vous le disais, par rapport à une organisation de cabinet libéral que moi je connais bien, les horaires ne sont pas les mêmes. On ne commence pas à 8 heures, on ne finit pas à 20 heures. La réactivité n'est pas la même non plus. C'est compliqué pour obtenir des examens, alors qu'en ville, vous appelez votre collègue à la clinique d'à côté et si vraiment c'est urgent et qu'il vous connaît bien, il vous débrouillera un rendez-vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Les effectifs, sureffectifs, sous-effectifs, c'est la même chose. Trop de prisonniers, pas assez de soignants. Trop de prisonniers, pas assez de surveillants. Bref, les limites du service public comme d'habitude. Les locaux, ça, moi j'ai découvert ça, on n'est pas propriétaire de nos locaux. Quand vous avez votre propre cabinet, vous dites ça fonctionne pas, on va réorganiser, changer les murs, vous faites une réunion avec vos associés, 3 mois après c'est fini. Là, ma collègue du SNPR cherche à changer une prise dans un de ces box, ça fait 2 ans. Voilà, donc c'est un grand bonheur. Donc, effectivement, on a un bailleur qui est Eiffage, qui lui est là pour gagner du pognon. Donc, il n'est pas là, effectivement, forcément pour nous simplifier la vie. Donc, le PPP, le partenariat public-privé, à voir. La prise en charge du patient détenu, c'est comme ça qu'on nomme, effectivement, et ça permet de dire, effectivement, c'est pas un patient comme les autres. Il est aussi détenu. Les barrières socio-linguistico-culturelles qui sont énormes, beaucoup d'examens et d'interrogatoires qui se font avec un traducteur au téléphone, ce qui ne simplifie pas la chose, ou avec Google Trad, etc., etc. La maladie mentale qui est prédominante en détention. Je ne vais pas vous résumer, vous savez très bien qu'on a vidé les hôpitaux psychiatriques, et donc forcément, on a des gens qui ont des difficultés à s'adapter socialement et qui forcément commettent des délits et finissent par se retrouvent en prison, qui n'est pas du tout adapté ni à leur pathologie. Le mésusage et l'addiction, bien sûr, et la réduction des risques qui fait partie effectivement des choses qui devraient être prédominantes en prison, mais toujours manque de moyens et aussi état d'esprit, de connaissances, etc. Je voulais parler des projections. J'ai découvert que je ne pouvais pas être le seul prescripteur. Ça, moi je vous dis, ça fait 15 ans que je fais ce métier. D'habitude, quand je donne un médicament, je suis le seul à le donner. Parfois, effectivement, quelques personnes qui vont multiplier les ordonnances, multiplier les pharmacies, mais on les connaît bien. Là, non, effectivement, vous avez beaucoup de médicaments et beaucoup de stupéfiants, entre guillemets, qui passent par ce qu'on appelle des projections. C'est très bien organisé. Quand vous êtes en détention, si vous avez de l'argent, vous avez du réseau, vous êtes organisé, vous pouvez tout avoir. Moi, on m'a proposé de me vendre des pilules plusieurs fois. Ouais, j'en ai eu trop, et puis là, j'aimerais bien, j'arrive pas à les échanger, ça vous intéresse pas, docteur? Ok, d'accord, je n'étais pas forcément pour ça, mais pourquoi pas, il faut être ouvert à tout. Quand vous donnez un Valium à une jeune fille de 20 ans et que le temps que vous allez chercher un verre d'eau, elle l'a écrasé sur la table pour le sniffer, il faut s'y faire. C'est quand même assez particulier. Le double agenda, je vous en ai parlé, judiciaire et médical. La notion d'incompatibilité avec la détention, je laisserai Dr Azalag revenir sur ce côté effectivement du droit qui donne un droit au détenu, mais qui parfois va à l'encontre de ses besoins en santé, les attentes et les réalités du détenu et les nôtres en termes de soins, la qualité de vie au quotidien, dont je vous ai parlé notamment des grossesses. La surveillance à domicile. Alors ça, là, je parle à mes futurs collègues avec qui on va interagir.
quand vous renvoyez un détenu en détention, c'est comme si vous le renvoyiez seul, isolé. C'est-à-dire, c'est comme s'il habitait au fin fond de la Creuse, qu'il n'avait pas de bagnole et qu'il n'avait pas le téléphone. Et qu'il est seul chez lui. Ne croyez pas que le surveillant va faire les dents familiales à vérifier que la fièvre allait bien tomber. C'est pas vrai, c'est pas son job et il n'est pas payé pour ça et c'est bien normal. Donc, pensez effectivement aux conditions de retour parce que la détention, c'est juste un lieu de vie, mais extrêmement isolé, contrairement à ce qu'on peut penser vu les effectifs qui sont autour. Donc voilà, les surveillants ne sont pas des aidants familiaux. L'incarcération, facteur de décompensation, je vous en ai parlé. Sevrage en produits toxiques divers et variés, surpopulation, chantage à l'automutilation, c'est un grand classique. Si vous ne me donnez pas mes médicaments, si vous ne me donnez pas ma drogue, je vais me couper, et ils le font. Je vous ai parlé de mes points de suture. Le déni, effectivement, de la peine, le déni parfois de la maladie, le déni de la culpabilité avec laquelle il faut gérer. Vous êtes dans une situation extrêmement complexe. Privilège, sanction, c'est ce que je vous disais, toute la violence, etc., etc. Alors, en conclusion, un système qui me paraît, moi, inadapté et inégalitaire même dans sa construction, puisque je vous l'ai dit, les détenus ne peuvent pas accéder aux soins privés. Et donc, ça élimine quand même, sur une métropole comme Lyon, la moitié de l'accès aux soins, ce qui est quand même beaucoup et ce qui entraîne des retards de prise en charge. Et je vous dis, pour moi, un centre hospitalier universitaire n'est pas fait pour faire du tout venant. Un service public qui est exsangue, hein, voilà, vous le vivez au quotidien, en contradiction avec lui-même, puisque effectivement, on a la chance de travailler avec un CNPR qui dépend du Vinatier, et nous, on dépend des hospices civils de Lyon, ce qui fait qu'on ne partage ni les logiciels, on ne partage pas les mêmes logiciels. Donc, c'est très, très simple pour accéder aux informations médicales et collaborer et communiquer. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, la vision globale, on l'attend toujours. Il faudrait que plusieurs administrations, que ce soit la justice, la police et la santé, se mettent autour d'une table, discutent et trouvent une ligne de conduite. J'attends encore. Un recrutement qui est explosif avec donc psychotique versus psychopathe. Ça, c'est effectivement un grand classique et je peux vous dire qu'en interaction, ça donne des choses très, très intéressantes. On pourrait en faire des sitcoms à foison. Un bassin de population, un lieu de vie qui est différent d'un lieu de soins, comme on peut le penser. Ces gens vivent là, d'ailleurs, ils sont chez eux. Quand vous êtes dans la cellule d'un détenu, vous êtes chez vous. C'est comme si vous étiez chez alors, pas un propriétaire, mais un locataire. Donc, vous devez aussi respecter son intimité, etc. Et le droit à santé en détention. Les soins sans consentement sont réservés aux troubles psychiatriques. Dernière anecdote, je me suis retrouvé à courir par 40 degrés cet été avec ma petite douce chez un détenu qui était en train de jouer au foot à 6 grammes d'hémoglobine. Le résultat venait de tomber. Donc, j'ai essayé de le convaincre, etc., de le mettre dans l'ambulance. Finalement, arrivé à l'hôpital, il a refusé la transfusion. Il a le droit totalement de refuser la transfusion. Par contre, on peut faire des certificats sous contrainte pour les troubles psychiatriques. Peut-être que la loi devrait évoluer. L'insertion qui est aujourd'hui dans un centre comme Corba avec la survie, on avance. Et puis voilà, moi, je voulais finir là-dessus pour un peu d'espoir. Je pense qu'il faut utiliser au maximum les technologies modernes pour pouvoir avancer, limiter justement ce recours au déplacement qui nécessite beaucoup de personnel, qui donne l'occasion effectivement de beaucoup de violence, etc. Désolé, je suis un peu long.